permettront néanmoins de revenir sur quelques éléments compte tenu de la dimension pluridisciplinaire du projet et de toute l'énergie que ce projet nous a demandé jusque-là pour que cette journée de lancement puisse être opérationnelle. La première chose, je vous donne rapidement le programme de la journée puisque le lancement comporte 2 séquences. Une séquence matinale, donc celle que nous sommes en train de mener, au cours de laquelle nous allons faire l'effort d'une présentation suffisamment vulgarisée pour partager avec vous ce projet pluridisciplinaire. Et cette présentation va porter sur plusieurs étapes. D'où vient-on? La construction du projet, la dimension partenariale et le contenu lui-même. Et pour déjà se projeter sur la dimension pluridisciplinaire et partenariale, Olivier et moi, nous alternerons la parole l'un et l'autre selon un petit découpage que nous avons déjà préparé. Je passerai 2 à 3 diapositives et Olivier en passera puisque nous avons prévu dans le programme des échanges et des discussions avec vous sur tous les aspects du projet, toutes les questions que vous vous posez. Et à cette occasion, le panel sera complété par nos collaborateurs du réseau CRESICA, toute l'équipe de pilotage et de coordination scientifique, mais je les introduirai le moment venu. Donc, la matinée, la présentation institutionnelle a déjà eu lieu et nous allons passer l'après-midi. Ce sera réservé aux scientifiques du projet, mais ceux qui sont curieux et aimeraient savoir quelle est la contribution des autres partenaires, vous pourrez toujours y assister puisque ce sera à l'amphi 250. Donc, je passe la parole sans tarder à mon collègue Olivier Galli pour qu'il resitue l'ancrage historique du projet. D'où vient-on et où va-t-on? Bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi très content d'être là aujourd'hui parce qu'on a quand même passé plus de 2 ans maintenant, Jean-Marie, l'équipe et moi-même, à porter ce projet. Donc c'est quand même une première étape aujourd'hui qui ouvre officiellement ce projet. C'est très important. C'était quelques mots par lesquels je voulais commencer. Et vous présenter maintenant le programme sur lequel nous avons été lauréats. Donc on entend parler d'Horizon 2020. Et on entend parler plus récemment d'autre chose, c'est Horizon Europe. C'est ce que vous avez sur la partie droite de la diapositive. L'Horizon 2020, pour faire un historique et pour bien comprendre la mécanique des financements européens pour ensuite arriver à notre projet RISE. Voilà comment ça s'est construit et ce qui existe. Horizon 2020, ça a été un programme qui a duré de 2014 à 2020, qui avait pour objectif de renforcer tout ce qui est créativité scientifique et mobilité de personnel, enrichissement. Ça a duré sur ces 6 années. Et à partir de 2020, bien sûr, le label ayant changé, le programme étant le même, nous sommes maintenant sur le label Horizon Europe. Nous avons été un des derniers lauréats du programme Horizon 2020. Et dans ce programme Horizon 2020, il y a plein de financements. Dans le choix qui a été fait par l'établissement, à savoir de déposer un projet RISE, ça fait partie des actions Marie Sklodowska-Curie, qui elles-mêmes sont dans le programme Horizon 2020. Et dans l'ensemble de ces actions, il y a plusieurs financements. Un des financements, comme vous le voyez sur la partie gauche de cette diapositive, c'est les réseaux de formation innovants, les ITN. Ces réseaux de formation innovants concernent les chercheurs, concernent la formation, et l'Europe accompagne ce genre de réseau. Le deuxième type de financement, dans le bouquet
des actions Marie Curie, c'est des bourses de chercheurs expérimentés. C'est ce qu'on appelle en anglais des individual fellowships, qui permettent de financer de la mobilité, de l'enrichissement, mais à titre individuel. Donc les chercheurs appliquent et ensuite ils ont de la mobilité. Le troisième type d'action, c'est les actions de cofinancement, qui là peuvent cofinancer un contrat doctoral, ils peuvent cofinancer un postdoc, cofinancer une action individuelle. Et le dernier, pardon, l'avant-dernier, c'est l'Union européenne des chercheurs. Là aussi, l'Union européenne, à travers ce programme-là, accompagne des événements scientifiques sous le label l'Union européenne des chercheurs. Et le dernier, qui nous concerne, c'est les échanges de personnel par la recherche et la formation, qui est une traduction en français du Research and Innovation Staff Exchange. Donc ça, c'est pour la mécanique sur laquelle nous nous sommes appuyés de financement dans le programme Horizon 2020. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'historique de la construction de ce projet FALA. Parce que bien évidemment, je vous parlais tout à l'heure de 2 années de travail, mais ça a commencé bien avant, parce que, comme vous l'avez entendu ce matin, on va le revoir en détail, c'est une mise en réseau de chercheurs, mais c'est encore plus que ça. Dans notre cas, c'est une mise en réseau de plusieurs chercheurs. Donc ça a pris du temps, et au fil des années, par les partenariats qu'avaient les chercheurs et les équipes de recherche à l'UNC, mais les partenaires également du CRESICA, on a obtenu des financements et on a commencé à monter notre réseau. Un des tout premiers, c'était en 2015, c'était un fonds d'amorçage qui faisait partie également d'un programme RISE, que l'on appelle PACENet+, qui a financé des fonds d'amorçage pour des projets porteurs sur des thématiques. Il y avait une thématique qui concernait la santé, et on a appliqué sur ce fonds d'amorçage, et ça nous a permis de créer un premier réseau, comme vous le voyez sur le point 1, portant sur le mode de vie, l'activité physique chez les enfants dans le Pacifique insulaire. Plusieurs institutions étaient présentes, l'UNC, l'Université de Sydney, l'IRD, des organisations, une ONG aux îles Samoa, et donc nous avons commencé à construire ce réseau, en permettant aux chercheurs de se rencontrer, de travailler sur cette thématique-là. En 2016, l'université a déposé un premier projet qui s'appelait un projet RISE, qui s'appelait le projet SPEAK, qui concernait les connaissances agricoles des petites exploitations du Pacifique Sud. Ce montage n'a pas pu permettre l'obtention de ce financement en 2016, mais nous avions déjà là un réseau, pas simplement avec le financement du PACENet en 2015, mais avec l'ensemble des réseaux qui étaient déjà établis à l'université. Il y avait déjà un dossier qui avait été déposé, avec effectivement des partenaires du CRESICA et internationaux. En 2017, l'université a été également lauréate d'un financement par la Fondation Nestlé portant sur les cultures alimentaires chez les adolescents calédoniens et leurs familles. Ça aussi fait partie de la mécanique de financement et d'accompagnement de la recherche. Un peu plus tard, en 2017, sur la même année, nous avons fait appel au réseau PURN. Le réseau PURN, c'est le réseau du réseau des universités du Pacifique insulaire, qui comprend 14 universités du Pacifique insulaire, qui a également des financements permettant de faire de la recherche. Là-dessus, nous avons été partenaires d'un projet PURN porté par l'Université du Pacifique Sud, qui s'intitule « Les menaces pour la sécurité alimentaire traditionnelle, la qualité de l'alimentation dans les sites ruraux du Pacifique ». Donc là aussi, on a commencé à élargir le réseau et à travailler sur ces thématiques qui nous amènent après sur le projet FALA. En 2018 et 2019, nous avons été lauréats de 2 appels internes, PURN, mais financés par l'Université de la Nouvelle-Calédonie, portant sur l'agriculture familiale, l'alimentation et la santé dans les îles du Pacifique. Ces 2 financements nous ont aidés à préparer ce qui allait devenir le projet FALA, en faisant de la recherche sur le terrain, en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu en particulier, en permettant à nos partenaires de FALA, puisqu'à l'arrivée, on l'a dit tout à l'heure, il y a 95 chercheurs qui aujourd'hui vont être mobilisés sur ce projet pendant 4 ans. Donc,
Ces financements nous ont permis d'organiser des workshops à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, de rencontrer et de travailler sur le contenu scientifique du projet pour aboutir à un dépôt au mois d'avril 2019 de ce projet FALA. Et le 2 juillet 2019, nous avons eu les résultats et avons eu l'agréable surprise d'être lauréat. Jean-Marie était à l'Université du Pacifique Sud à Fidji et moi j'étais à Santo sur le terrain. Et tous nos collègues étaient à l'université et nos partenaires étaient chacun sur leurs institutions. Donc il y avait déjà cette idée au moment du résultat qui a été très fort en émotion pour nous tous. On était à la fois sur nos territoires respectifs mais éclatés un petit peu sur le Pacifique. C'était assez singulier comme situation que nous avons vécue. Donc voilà, c'est un peu le fil rouge qu'on voulait vous présenter aujourd'hui sur la construction de ce projet qui émane pas d'une rédaction ou d'une co-rédaction avec 4-5 personnes et qui a été décrété du jour au lendemain. Porter des projets comme ça et arriver à avoir la chance d'être lauréat, ça a demandé énormément de travail, de préparation, de collaboration, de réseautage et de déplacement également, parce que sans la mobilité, on le voit aujourd'hui, ça nous demande de réfléchir autrement. On en parlera pour le projet FALA, mais dans tous les cas, dans tous les cas, la mobilité a été capitale pour construire ce réseau. Voilà. Donc, c'était les éléments de contexte liés au programme H2020, plus particulièrement au programme RISE et au montage du financement que nous souhaitions partager avec vous sur ces diapos. Je vais compléter ces étapes de construction du réseau en indiquant que le programme RISE, qui est fondé sur l'innovation, il est orienté également formation parce que c'est une articulation de chercheurs de l'Europe et des pays tiers pour utiliser le vocabulaire qui est appliqué dans ce cadre. Et pour les pays tiers, il faut participer à une montée en compétences, donc un accompagnement pour les doctorants, etc. Et l'Europe, c'est des chercheurs expérimentés. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand Olivier a parlé tout à l'heure des expériences qu'on menait au Vanuatu, c'était en parallèle avec le master ADTO, Aménagement et Développement des territoires océaniens. Il a servi également de base dans le cadre de l'initiation à la recherche, d'amorcer les premiers éléments de l'articulation entre agriculture dans le processus d'aménagement des territoires et en particulier des territoires urbains et périurbains et alimentation des populations. Et dans ce cadre, donc, nous avons soumis notre projet dans le domaine des sciences humaines et sociales, où en 2019, il y a eu 308 propositions et 67 lauréats. Et dans les projets européens, les lauréats sont classés pour être éligibles au financement. Il faut avoir un score minimum de 70%. Et nous nous sommes retrouvés dans le top 24 du panel des sciences humaines et sociales et avec un score de 91,8%. Ça induit vis-à-vis du fonctionnement du projet des souplesses qui sont importantes. La première étant l'acceptation quasi automatique de tous les déplacements qui sont envisagés, puisque le projet est apprécié dans le déploiement et dans la mise en œuvre d'innovations scientifiques. Le montant financier, je ne vais pas en parler à nouveau, mais ce qui est important, c'est 284 personnes de mois sur 48 mois pendant 4 ans. Je vais donc indiquer, ça c'est le résultat que nous avons obtenu en juillet 2019. Maintenant, le partenariat, il s'est construit avec les exigences de l'articulation du projet européen. 2 partenaires européens, mais ça, c'est les conséquences du Brexit, parce qu'il en fallait 3. Mais je peux vous dire que dans la construction du partenariat, nous en avons eu d'ailleurs 5 à un moment donné, dont 2 partenaires britanniques. Et à partir de 2017, on nous a dit, les conséquences du Brexit étant ce qu'elles seront, il va falloir oublier les partenaires britanniques et il nous fallait reconstruire le réseau. Donc, au final, nous avons 2 pays européens, France
et Allemagne. Et en France, on a plusieurs équipes, mais on y reviendra à la fin. Et la Calédonie a cette position à la fois d'être associate country, donc nous sommes à la fois en Europe et dans les pays tiers. C'est d'ailleurs pourquoi le champ d'application de notre projet, c'est le Pacifique insulaire. Et les partenaires du Pacifique insulaire, éligibles au financement, ils étaient au nombre de 5. Nous en avons perdu un en chemin, mais avec lequel nous construisons des passerelles dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce qu'en termes d'équilibre dans les échanges, il n'y avait pas suffisamment d'aller-retour sur ce terrain-là. Donc au moment où on déposait le projet, on a laissé la Papouasie-Nouvelle-Guinée de côté, et les 4 partenaires qui sont restés dans le réseau pour le dépôt, c'est les îles Salomon avec la Solomon Island National University, Fidji avec USP, le Vanuatu avec le Centre technique de recherche agronomique. Je salue la présence de Muriel de Gobert qui, à l'époque, assurait la direction du CITRAV et avec qui nous avons construit le projet. Il y avait le MOET, le ministère de l'Éducation et de la Formation du Vanuatu, qui portait le master dont j'ai parlé tout à l'heure et qui, heureusement, est devenu l'Université nationale du Vanuatu. Donc, vous verrez le nom du partenaire changer dans quelques temps, mais il faut passer par les fourches et le respect des normes européennes. Mais l'une des originalités de notre projet, c'est que nous avons articulé dans le Pacifique insulaire, profitant de la proximité, nous avons articulé le nord du sud, qu'est l'Australie. Et donc, l'Australie, bien que n'étant pas éligible aux fonds européens, apparaissait comme des collaborateurs. Ils ont intégré le projet, d'abord de façon complémentaire par rapport au champ disciplinaire qu'on va vous présenter, mais surtout en apportant leur propre financement. Et ça nous ouvre des fenêtres pour les passerelles. Et comme organisation internationale, nous avons la CPS avec son double positionnement, un siège en Calédonie et le siège régional également à Fidji. Donc ça, c'est la dimension partenariale telle que nous l'avons dans le projet et tel que le projet a été validé. On pourra y revenir. Je tiens à préciser simplement que toutes les équipes, nous avons fixé comme base pour ne pas perdre les équipes en route, pour la participation de chaque équipe, un minimum de 3 chercheurs par institution, même si l'Europe, dans certains cas, admet des projets avec un chercheur. Donc nous en avons fixé 4 pour être sûr que dans le cadre de mobilité, qu'il y ait possibilité de compenser ou d'ajuster les déplacements si un des chercheurs de la même équipe n'est pas disponible. Et les déplacements se font bien dans un sens. On ne peut pas partir d'un pays tiers vers un pays tiers. On part d'un pays tiers vers l'Europe, on part de l'Europe vers les pays tiers, mais la mobilité à proximité n'est pas possible. Donc c'est assez contraignant et tout cela devait être articulé dans le projet. Donc Olivier va vous présenter dès à présent les premiers éléments de l'articulation scientifique. Ça, c'est pour le partenariat et c'est la dimension qui est la plus difficile, parfois très décourageante, puisqu'il faut respecter un équilibre entre partenaires européens et partenaires de pays tiers, ensuite les pays associés. Alors maintenant, venons-en sur le contexte. On a le constat, on est à peu près tous d'accord, l'agriculture familiale, c'est quelque chose qui est très ancré dans le Pacifique insulaire, mais qui est en même temps, entre guillemets, méconnu d'un point de vue scientifique. Il y a énormément de points d'ancrage sur lesquels on peut travailler, qui sont encore aujourd'hui sous-exploités. Et en même temps, dans le Pacifique insulaire, il y a ce qu'on appelle des contraintes et à la fois ses implications, qui forment des vulnérabilités. C'est un mot qui est très à la mode, qu'on voit écrit, surtout dans la littérature anglophone, les vulnerabilities. C'est quelque chose qui est très utilisé, mais qui veut dire, qui a un message très clair. Ça montre clairement à travers des faisceaux. Nous, dans le Pacifique insulaire, on en a identifié 2. Le 3e a émergé très récemment.
Le premier, c'est les transitions socio-économiques. On constate et on sait tous que les transitions socio-économiques que l'on observe en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, aux Fidji et aux îles Salomon, elles ne sont pas toutes au même niveau, elles n'ont pas toutes eu la même trajectoire. Elles ont des conséquences sur les populations, elles ont des conséquences sur la société environnementale. Ça, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions qui sont transversales, qui ne concernent pas que le projet Fala, mais qui concernent toutes les sociétés du Pacifique insulaire. Le deuxième aspect, c'est le changement climatique. Je crois que dans les messages qui sont passés ce matin, dans les discours officiels, le mot est revenu plusieurs fois, le changement climatique. On est tous en première ligne dans le Pacifique insulaire. Le changement climatique, qu'on le veuille ou non, il faut le prendre en compte et il va falloir s'adapter. Cette forme de résilience aussi, c'est un deuxième mot-clé qui apparaît très très souvent, la résilience et les vulnérabilités. Voilà, il va falloir s'adapter. Et le troisième aspect, qui est un peu plus contemporain, je dirais, mais qui aujourd'hui est dans la tête de tout le monde, c'est le risque sanitaire. Parce que pour les discussions qu'on a pu avoir, avec, notamment avec nos collègues de Protège, sur par exemple les produits entrant sur le territoire, tout ce qui est importé, qui est lié à l'alimentation ou autre, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des approvisionnements qui n'étaient pas faits en Nouvelle-Calédonie. Donc, on est soumis aux contraintes de l'importation, les frontières étant fermées du Covid, le Covid perturbant tout ça, ça peut avoir des conséquences. Et ça en a déjà eu en Calédonie le temps de notre tout petit confinement. Donc, on voit bien qu'il y a, et je parle du Covid, mais des risques sanitaires, c'est pas que le Covid, il y en a d'autres. Donc les transitions socio-économiques, le changement climatique et les risques sanitaires sont trois menaces qui pèsent sur les populations du Pacifique insulaire. Et par rapport à tout ça, la littérature aujourd'hui ne dit pas grand-chose. Il y a des travaux qui se font, ça se fait à la vitesse des équipes de recherche du Pacifique insulaire. On est tous des petites équipes. On travaille à notre vitesse, des choses sont faites, mais on a identifié ce qu'on appelle un gap dans la littérature, un manque. Et donc ce projet se base sur ces manques-là, notamment liés au contexte et aux contraintes et ses implications. Donc concrètement, comment ça se traduit dans le projet Fala à travers ces objectifs? Donc vous avez à droite les objectifs du développement durable, que vous connaissez tous. Il y en a une dizaine qui sont prioritaires dans le Pacifique, c'est ceux qui sont en couleur sur cette image en haut à droite. Ceux-là sont ciblés comme étant les objectifs du développement durable prioritaires pour le Pacifique. Fala s'y retrouve, bien évidemment, mais Fala, dans ses objectifs, parce que les objectifs du développement durable, ce sont les objectifs in fine, c'est ce qui va après les objectifs du projet. C'est quelque chose qui permet à une société d'être bien épanouie, équilibrée. C'est un idéal, mais pour atteindre cet idéal, Fala, il a des objectifs un peu plus précis. Une agriculture familiale durable pour une alimentation saine et équilibrée à base de produits locaux. 2, un mode de vie simple et peu sédentaire. 3, le partage et l'échange de connaissances qui sont pour nous à la fois traditionnels et scientifiques. Et enfin, Fala pour objectif d'accompagner la transition vers des systèmes alimentaires durables, la sécurité alimentaire, une vie active et la santé des populations dans le respect de l'environnement. Voilà, ça c'est les points clés du projet Fala qui forment les objectifs du projet Fala. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Marie pour l'organisation du projet en elle-même. Nous avons essayé de simplifier la complexité de l'usine à gaz que pouvait représenter la multiplicité des partenaires, parce que j'avoue même quand j'ai présenté il y a 3 diapos, l'ensemble des partenaires, ça semblait compliqué. Mais c'est une mise en réseau de réseaux assez simple qui emboîte 3 niveaux intégrés. Nous avons le niveau dit calédonien. On a d'ailleurs profité des réseaux existants. Donc nous avons le niveau calédonien qui est celui de la dynamique Cressica. Et au sein de la dynamique Cressica, nous avons construit autour des 3 équipes de l'UNC, le LIR, le LARGE et l'ISEA. Nous avons construit un partenariat impliquant l'IAC, Institut
agronomique néo-calédonien, et l'IRD, étant donné que ces trois institutions devant partager les thématiques prioritaires autour de ce projet. Donc ça, c'est le premier niveau du réseau à l'intérieur de la dynamique Cressica et qui est celui qui a permis de construire très rapidement le projet, d'avoir un noyau dur de réflexion, et c'est ce noyau dur d'ailleurs qui a continué de travailler depuis pratiquement la fermeture des frontières. Le deuxième niveau, c'est celui des Pacific Island University Research Network, dans le réseau de recherche des universités du Pacifique insulaire, dans lequel nous avions donc parmi les 14 partenaires qu'Olivier a cités tout à l'heure, on en avait 5, on en a perdu 1 en chemin. Il en reste 4. D'abord la Calédonie, ensuite Fidji, les îles Salomon et le Vanuatu. On a perdu la Papouasie-Nouvelle-Guinée en chemin dans le réseau PION. On va d'ailleurs en parler puisque entre-temps on a développé les passerelles, puisque c'est la souplesse que nous laisse le projet au regard du score d'évaluation. Et le troisième niveau, c'était celui d'articuler ces deux niveaux qui sont à la fois pour les pays tiers, donc bénéficiaires, donc champ d'application du projet, au niveau européen, celui que nous avons appelé ici le niveau international. Bon, par prétention, nous avons mis entre guillemets FALA, mais FALA n'a pas cette prétention. FALA a simplement mis en relation des équipes que nous connaissions déjà en France, en Europe, France et Allemagne, mais aussi les partenaires australiens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au total, le choix des équipes s'est fait sur 2 critères. D'abord, la proximité scientifique et ensuite la complémentarité disciplinaire. Quand on va arriver au niveau de l'agriculture, nous mettons le terme agriculture, c'est très simple. On part depuis la racine qui puise sur les types de sols jusqu'au marché où on échange les produits de l'agriculture. Vous me direz que c'est un géographe parce que la géographie touche à tout. Et bien sûr, il faut bien toucher à tout, mais au moment où on arrive au marché, on est déjà pratiquement passé par la cuisine. Donc la dimension alimentation a déjà été touchée par ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture. Donc on va en parler tout à l'heure, et la complémentarité disciplinaire, ça va s'expliquer dans la diapo suivante. Donc vous voyez, on a ce que l'Europe appelle dans son jargon les World Package. Pour nous, c'est des groupes de travail multithématiques qui constituent nos entrées. C'est ça qui fait la solidité et le caractère innovant du projet, si je peux reprendre les appréciations des évaluateurs européens. L'agriculture, pour nous, touche à la fois le secteur de la production, les systèmes de production, les producteurs, les produits, leur échange, leur commercialisation sur le marché. L'alimentation est un élément du mode de vie. C'est d'ailleurs pourquoi l'acronyme en anglais, c'est lifestyle, c'est le mode de vie, mais on part pour avoir le lien fort avec l'agriculture. On a adossé à côté du mode de vie d'abord l'alimentation pour rejoindre les circuits courts ou les circuits dits intégrés. Et on a un troisième niveau qui n'est pas une entrée, mais qui est un réceptacle et qui alimente les 2 autres boîtes multithématiques. C'est les connaissances. On a parlé tout à l'heure de l'absence de production scientifique sur l'agriculture familiale. Mais oui, elle est négligée parce que les gens ont oublié que le premier rapport à la terre, c'est un rapport de production par l'agriculture. C'est l'agriculture qui a permis quand même la sédentarisation des populations. On a toujours été nomades et l'homme ne s'est fixé que lorsqu'il a mis en place l'agriculture. Et quand on voit dans les sociétés océaniennes les quantités de produits qui sont échangés donc hors des circuits commerciaux, on peut mesurer le poids et l'importance de l'agriculture familiale. Et c'est là que nous avons mis l'accent
mais sans se contenter de ne traiter que l'agriculture familiale, de la mettre en relation avec le mode de vie des populations, leur santé, et tout cela devant être intégré dans le 3e World Package, qui est celui du partage. On est sur une terre de partage, mais c'est un partage de connaissances, connaissances scientifiques, mais aussi les connaissances traditionnelles, parce qu'il ne faut pas prétendre que les connaissances sur le monde agricole ne viendront que de la science. La science va comprendre les biens fondés des pratiques séculaires et essayer de les généraliser en s'appuyant sur différents terrains. Voilà comment le projet, nous l'avons organisé. Et je laisse Olivier continuer maintenant sur les terrains d'application. Donc il y a un contexte, il y a des objectifs, il y a un réseau, il y a des chercheurs qui sont sur cette thématique, il y a des transversalités, il y a une modélisation, Jean-Marie vient d'en parler, il y a aussi des terrains. Alors le Pacifique insulaire, c'est assez large. On peut parler de Mélanésie, de Micronésie, de Polynésie. Il y a plusieurs modélisations sur le Pacifique insulaire. Pacifique insulaire, est-ce que c'est aussi l'Australie? Est-ce que c'est aussi la Nouvelle-Zélande? Enfin, après tout, ce sont des îles continents, mais on s'est positionné. On s'est positionné sur le réseau, on s'est positionné sur des terrains et sur des terrains appartenant à la Mélanésie. Donc 4 îles font partie, 4 territoires du Pacifique insulaire font partie, comme on le dit depuis tout à l'heure, les îles Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji. On a demandé à chaque partenaire d'identifier des sites de recherche. Donc des sites sont déjà identifiés, on a déjà pu visiter chacun de ces sites, Jean-Marie et moi, sur l'ensemble de ces territoires, à travers les collaborations qu'on avait précédemment ou les choses que l'on a construites dans cette fameuse phase de préparation du projet FALA. Mais en travaillant sur la Mélanésie, se pose le problème, enfin pour nous, si on veut travailler à l'échelle de la Mélanésie, se pose la question de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est le plus gros pays en termes de population, en termes de taille de Mélanésie. Donc on a eu l'opportunité de travailler avec le représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Alexandre Lafargue et son équipe, qui est basé à Port Moresby, pour reconstruire le partenariat avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai eu l'opportunité d'y aller en fin d'année dernière. On a établi de nouveaux contacts et on a développer ce que Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, les passerelles. Dans cette passerelle avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est de permettre à cette nouvelle équipe d'intégrer le réseau FALA dès les premières mobilités pour ajouter une expertise, un terrain d'application et une autre dimension au projet FALA. Donc c'est des choses qui sont, comme on appelle dans notre jargon, dans les tuyaux, puisqu'on a déposé des demandes de financement, on a stabilisé les équipes. Ces équipes sont prêtes à travailler avec nous, avec des complémentarités, encore une fois, parce qu'elles vont aussi nourrir le réseau FALA par leur expertise et en même temps elles vont permettre au projet FALA de se développer, de se déployer sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc pour nous il était aussi important de vous présenter cette passerelle avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est on va dire maintenant actée au moins par l'ensemble des chercheurs du projet FALA. Et une autre passerelle qui est en cours, peut-être moins abouti aujourd'hui que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qui est en cours, c'est avec Wallis et Futuna, parce qu'on est quand même sur un territoire francophone du Pacifique insulaire. On n'est plus certes dans la Mélanésie, mais on a des problématiques qui sont similaires à Wallis et Futuna. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est présente à Wallis et Futuna. On a des doctorants qui travaillent également sur des thématiques à Wallis et Futuna, donc sur des thématiques du mode de vie, d'alimentation, d'activité physique, et on envisage également une passerelle sur Wallis et Futuna. Donc ça constitue les passerelles autour de FALA qui vont voir le jour incessamment sous peu. Voilà. Donc c'était les éléments complémentaires sur le terrain régional,
sur Fala. Et maintenant, Jean-Marie va vous présenter les terrains, mais plutôt propres à la Nouvelle-Calédonie, avec les différentes dimensions. Oui, donc je vais indiquer ce que j'appelle le mode opératoire de la recherche, parce que quand on vous dit qu'on va travailler sur ces territoires insulaires, on ne va pas les embrasser tous. On a défini un certain nombre de critères avec trois entrées qui sont combinées. D'abord, une dimension sociale et spatiale très imbriquée, et auquel s'ajoute une dimension temporelle. D'abord, la dimension, je prendrai n'importe quel bout, je prends par la dimension spatiale. On part de la parcelle agricole, on n'est pas au niveau de la plante. La plante, c'est un élément à l'intérieur de l'unité d'observation qui est la parcelle. D'ailleurs, cette parcelle, ce terme, il est même plus ou moins dilué puisque la parcelle n'est pas aussi clairement délimitée. En agriculture familiale, tout est fonction du temps consacré au défrichement, de la vitesse du feu qui permet à un moment donné de faire du nettoyage, etc. Mais ça, c'est l'unité élémentaire d'observation de la parcelle jusqu'à la tribu et au territoire, chaque parcelle étant intégrée dans un espace, etc. D'un point de vue du haut vers le bas, on a choisi trois types d'espaces. D'abord, les espaces où il y a de l'humain, les espaces ruraux, les espaces périurbains et les espaces urbains. Ça, c'est la dimension purement spatiale. Si je viens au niveau de la société, des individus, nous avons une entrée par l'école, parce que le changement va se faire par les enfants. Et d'autre part, la parcelle, si on veut faire du changement par les enfants ne cultivent pas, mais ils s'alimentent dans les cantines. Vous pouvez regarder la part des cantines dans l'alimentation des scolaires. Et l'avenir de demain, les questions environnementales aujourd'hui sont plus facilement appropriées par les enfants, susceptibles d'être appropriées par les enfants que par les adultes. Nous avons pris des habitudes que nous ne voulons pas changer. Nous sommes des urbains et nous avons, entre guillemets, de faux conforts dans lesquels nous voulons rester, nous voulons nous confiner. Heureusement qu'un autre élément est venu nous montrer que le confinement obligatoire pouvait nous amener à réfléchir autrement. Donc, et avec les écoles, on touche aux enfants, mais en même temps, on revient à la dimension spatiale avec la volonté d'introduire des jardins potagers dans les établissements scolaires et d'y mettre du mouvement en mettant ces activités, voire ces types de formations dans les programmes scolaires. De l'école, c'est pour faire simple, mais on pourra répondre aux questions si on est passé trop vite. Des enfants, on va atteindre les familles. Des familles, on va atteindre les communautés d'appartenance. Et des communautés d'appartenance, on va atteindre les lieux, la société dans laquelle les gens vivent. L'avantage en milieu insulaire, c'est qu'on puisse faire ce raccourci sur un espace où la mobilité peut permettre de toucher toutes ces catégories. Ça, c'est la double dimension sociale et spatiale. La dimension temporelle implique d'abord le jour, ne serait-ce qu'en termes d'activité physique ou d'alimentation. Donc, le point de départ, c'est le jour. Ensuite, la semaine. De la semaine, on passe aux saisons. Et des saisons, on passe à l'année ou au pluriannuel. Mais tout dépend des éléments que l'on interroge. Ça, c'est le schéma global tel qu'il a été présenté dans le projet et dans l'approche multiscalaire. Sachant que les questions du jour, pour la journée, on n'interroge pas l'activité agricole, on interroge les populations sur ce qu'elles ont consommé, etc., la veille et autres, pour suivre le circuit, la part de la production agricole, par exemple, dans l'alimentation quotidienne ou hebdomadaire. Donc, ces trois échelles s'appliquent différemment
selon le champ disciplinaire, sachant que ces disciplines, nous les abordons de façon complémentaire pour qu'elles participent toutes à une meilleure compréhension de l'articulation entre utilisation du sol par l'agriculture, consommation des populations avec la part des produits locaux dans cette consommation, et puis activité, une activité moins sédentaire, ne serait-ce qu'en partant d'un champ vers un autre, etc. On fait du mouvement. Sur la Calédonie, donc, pour l'instant, les terrains de recherche que nous allons mobiliser sont ceux sur lesquels les équipes ont déjà opéré. Mais nous allons redéployer les équipes en fonction du partenariat sur les autres terrains qui voudraient bien participer à l'opération. Et j'en profite pour saluer les représentants des mairies qui sont ici présentes, puisqu'il y a un volet formation qui va nous permettre de déployer des travaux de master sur les terrains, soit en milieu rural, soit en milieu périurbain, le Grand Nouméa faisant déjà partie de ces terrains d'expérimentation. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais les sites sont déjà ceux sur lesquels on travaille, mais de nouveaux sites vont être impliqués dans le projet. La seule condition, c'est qu'il y ait des opérateurs sur ce site et qu'au moment des déplacements, que les partenaires puissent échanger sur ces territoires, partager de l'information dans le cadre même de la philosophie première du projet, c'est-à-dire échange et innovation. Olivier. On a un financement européen, on a des équipes, on a un programme de recherche, on en a des terrains. Et maintenant, les gens vont, à un moment donné ou à un autre, arriver. On espère tous que les frontières se réouvrent. Le plus tôt sera le mieux dans les meilleures conditions. Que vont faire ces chercheurs qui vont arriver, ou ces doctorants qui vont arriver du Pacifique insulaire ou qui vont arriver d'Europe? Deux possibilités sur les échanges, comme l'a dit Jean-Marie, comme je viens de le dire, soit ce qu'on appelle le nord-sud, ou soit sud-nord. Sachant que des collègues des Salomon, Fidji et Vanuatu peuvent venir en Nouvelle-Calédonie, nous pouvons aller chez eux, et les partenaires européens peuvent venir en Nouvelle-Calédonie et aller en Australie. Voilà. Donc, ces échanges peuvent se faire nord-sud, sud-nord. La durée des échanges et la personne qui va venir, le chercheur, parlons à l'échelle d'une personne, elle va venir pendant 1 mois en Nouvelle-Calédonie. Elle va, en termes de contenu scientifique, pouvoir aller faire ce que l'on appelle du terrain, donc peut-être aller dans les communes où il y aura des stagiaires du master ADTO en support de la recherche, pour aller dans les écoles, dans les établissements qui seront ciblés comme étant terrain de recherche avec des équipes qui sont prêtes à accueillir dans les établissements. Il pourra animer la recherche dans les laboratoires à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, à l'IAC, à l'IRD. Ils pourront également faire des conférences publiques et ils sont là aussi pour publier et faire de la valorisation scientifique, donc faire avancer la science. Ça, c'est à l'échelle des activités individuelles, mais il y a aussi les activités collectives. On va y venir avec la diapo suivante, parce que FALA, depuis le début, c'est de la mobilité. De la mobilité pour des manifestations scientifiques. Effectivement, les gens, en se déplaçant pendant un mois en Nouvelle-Calédonie, vont également faire de la recherche, partager, accompagner les doctorants, comme je viens de le dire, mais ils vont également participer à 9 manifestations scientifiques qui sont prévues entre maintenant et le mois 40. Donc les M, c'est le mois. Nous n'avons pas été en mesure aujourd'hui de positionner des dates, vous le comprendrez tous. On réfléchit en termes de mois. Aujourd'hui, nous sommes au 2e mois, le kick-off, le lancement, et la conférence finale qui aura lieu en Nouvelle-Calédonie, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ce sera en mois 40. Vous voyez également qu'il y a une conférence à mi-parcours au Vanuatu en mois 22, et chaque année, il y a un jalonnement de séminaires, tantôt au Vanuatu, à Fidji, en Australie, à nouveau en Nouvelle-Calédonie, la conférence de mi-parcours au Vanuatu. Ensuite, en Australie, un séminaire, aux îles Salomon, un autre séminaire, un séminaire à Fidji et la fameuse conférence de fin de projet. Donc, l'ensemble des collègues vont aussi
contribuer à ces manifestations. Ça fait partie de leur contrat, entre guillemets, et d'animer ces 9 événements scientifiques avec l'ensemble des partenaires. Voilà. Donc ça, c'était pour la dimension de la recherche à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle également du collectif FALA. Le président Gaël Lagadec en a parlé tout à l'heure, mais pour la Nouvelle-Calédonie, ça représente quand même beaucoup de va-et-vient, beaucoup de mobilité rentrante. Là, on réfléchit sur ce tableau en termes de mobilité rentrante. Concrètement, sur les 3 années, c'est plus de 126 personnes au mois. Alors, quand on parle de 126 personnes au mois, ça peut être quelqu'un qui vient pendant 6 mois ou quelqu'un qui vient pendant 1 mois. Mais le calcul qui est fait dans le tableau, on réfléchit à l'échelle du mois, de la personne au mois. Voilà. Donc ça ne fait pas forcément 126 personnes qui vont venir, puisqu'on est 95 dans le projet, mais certaines de ces personnes vont venir plusieurs mois. Donc pour 2021, sont planifiées 45 personnes, 48 en 2022 et 33 en 2023, qui vont se distiller dans les institutions calédoniennes, IAC, UNCIRD, avec les partenaires locaux et dans les établissements scolaires, dans les communautés et sur leur terrain de recherche. Donc c'est des gens qui seront également à disposition de la société civile pour échanger, pour vulgariser, pour partager. Le but du jeu, je le rappelle, d'un rail, c'est de l'échange. Donc c'est que les gens se rencontrent et qu'on puisse partager, bien sûr formaliser et faire de la recherche, mais partager des expériences entre monde académique et monde non académique. Voilà pour ces éléments liés au contenu des personnes qui vont venir en Nouvelle-Calédonie, d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Quel bénéfice pour les Calédoniens et au-delà? Parce que la recherche est volontairement appliquée et elle doit participer à l'aide à la décision. Ces mobilités, déjà rien qu'en termes de conférences qui vont se faire, il y a un accompagnement de partenaires locaux, puisque des gens sont déjà impliqués sur des projets, ils travaillent sur des terrains, ces projets sont parfois initiés par des organismes utilisateurs des résultats, et la dynamique FALA avec les allers-retours va permettre cet accompagnement, avec plus spécifiquement la montée en compétences dans le cadre des formations, formation de 2e cycle et formation de 3e cycle. Le questionnement scientifique, même s'il ne va pas changer, il va s'enrichir de contributions de scientifiques, parce que les scientifiques viennent avec leur champ disciplinaire, mais en même temps, ils se confrontent avec les personnes qui déjà travaillent localement, et les dynamiques d'événements majeurs, comme l'a indiqué Olivier tout à l'heure, vont se faire en termes de rayonnement et vont permettre davantage d'échanges de connaissances. Donc on a besoin là de construire un partenariat avec les acteurs locaux qui pourront trouver dans les travaux de FALA un processus d'accompagnement vers l'aide à la décision, si on peut dire en termes d'aménagement du territoire, pour ne prendre que cet aspect très très global qui envisage aujourd'hui de réfléchir sur d'abord l'extension des zones d'habitation, mais articulée à des zones agricoles, si on veut bien rendre les familles autonomes sur l'espace où elles vivent, pour faire très très simple. Je ne vais pas énumérer les besoins de nos partenaires. Ces besoins vont être réorientés pourvu qu'ils touchent aux thématiques et aux champs de compétences des équipes de FALA. J'en dirai pas plus. Donc, cette présentation, nous l'avons voulu simple, nous l'avons voulu suffisamment volontairement appliquée, en partant de ce qui a été proposé dans le projet scientifique. Donc, cette démarche scientifique et de terrain volontairement opérationnelle sur 4 années va permettre, avec les financements européens, des soutiens divers pour accompagner le bien-être des populations.
ce bien-être qui arrive, je vais ouvrir la parole parce que vous avez vu, Olivier et moi, on s'est pris le rôle d'introduire le projet Fala, mais nous ne sommes pas les seuls. Localement, il a été construit avec des partenaires, donc nous serons à table tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions, mais on voudrait vous apporter quelques déclinaisons de Fala, puisque le nom du projet a été choisi en commun lors d'un des séminaires préparatoires à l'élaboration de ce projet. Donc, en arabe, Fala, c'est le salut, le bonheur, le bien-être. Donc, dans la culture du Pacifique, il signale la venue pour parler, mais plus spécifiquement, à Fidji, Fala, c'est la natte sur laquelle on s'assoit pour partager, pour échanger. Donc, il y a l'idée du tapis, il y a l'idée du bonheur. Dans les zones forestières d'Afrique centrale dont je suis originaire, Fala signifie mon bébé, mais ça signifie également le lieu sacré, le lieu du recueillement, où on va retrouver son bonheur. Mais Fala aussi signifie suivre, accompagner. D'ailleurs, c'est une déclinaison to follow, parce que là, on garde l'idée des images, des images phoniques. Et Fala également, dans les milieux sahéliens, renvoie au berger qui, lui, se déplace constamment avec son troupeau pendant que les femmes restent sur les oasis et produisent sur place et participent au bonheur collectif. Donc, Fala peut se décliner comme la recherche du bien-être et c'est pourquoi nous l'avons placé à son entrée, nous avons mis l'agriculture familiale. On revient au niveau de la cellule familiale. Je ne vous commenterai pas le logo, je vous laisserai le deviner puisque tous ces éléments s'y retrouvent. Je ne terminerai pas cette séquence et là je suis particulièrement ému en le disant, sans remercier très sincèrement tous mes collègues. Je vais en citer, mais je pense que je vais en oublier. Je vais commencer par la présidence de l'université qui nous a donné l'occasion de construire ce partenariat avec de multiples va-et-vient, déjà dans la mobilité. Toutes les équipes présidentielles, la DARED, la DNSI, d'une qui nous ont accompagnés, sans parler de la direction de la communication, qui nous ont accompagnés depuis juillet 2019, parce que nous sommes là dans la phase 0 du projet, qui est une des phases les plus chronophages dans le cadre des projets européens. Et donc, je tiens à remercier très sincèrement tout le dispositif universitaire qui nous a accompagnés. Je vais remercier également tous les partenaires CRESICA, notamment l'IAC et l'IRD, qui se sont impliqués sans réserve pour cette phase 0. Et je vais arriver maintenant au cœur même du projet. Je remercie les responsables et co-responsables des groupes de travail, Laurent, Catherine, qui ont organisé et structuré aux petits oignons le kick-off meeting dans sa programmation, Frédéric, Guillaume, qui ont travaillé sur, et Marc Despinois, qui ont travaillé sur les plateformes, le partage des données, etc., parce que travailler avec 95 chercheurs sur autant de pays, ça demande une organisation très, très particulière. NASA, Séverine, qui ont déjà réfléchi sur la valorisation scientifique, Aquila, Mathilde et l'équipe de la com qui ont déjà structuré toute la communication autour de ce projet, Anne et l'équipe de la DARED, sans oublier, je vais utiliser un langage qui est familier dans la maison, toutes mes copines de l'administration, comme on me le dit, que je remercie pour tout l'accompagnement qui nous a été fait. Et
Nous sommes là le jour du lancement et vous voyez très bien que nous n'avons même pas encore commencé. Je vous demande d'applaudir pour toute cette équipe, même si je n'ai pas... j'ai oublié quelques personnes, je tiens à les remercier tous.